Lors de la fête de Noël, ma sœur a déclaré « J'ai déjà signé l'acte. À compter d'aujourd'hui, je suis la seule propriétaire de cette maison. » Puis, devant toute la famille réunie, elle a ajouté « Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à quitter cette famille. » Mais après mon départ, son expression arrogante a disparu. C'est impossible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Les lumières de Noël scintillaient dans l'obscurité de décembre, quand mon monde s'est brisé, en 1000 éclats tranchants. Je m'appelle Chrissy Chen, j'ai 32 ans, et jusqu'à cette nuit-là, je croyais que la famille était quelque chose de sacré et d'indestructible. Notre maison d'enfance s'étendait sur 3 acres. Dans la banlieue du Connecticut, c'était une maison coloniale blanche aux volets noirs, que papa et maman avaient achetée en 1985. Ils avaient cumulé 2 emplois chacun pour se l'offrir, transformant cette demeure en un sanctuaire rempli d'amour, de rire, et de ces souvenirs qui forgent votre identité. Papa est décédé d'une crise cardiaque, il y a 4 ans et demi, et maman l'a suivi 18 mois plus tard, après sa bataille contre le cancer. Les perdre tous les deux, en si peu de temps, m'a presque détruite. Ma sœur aînée, Rebecca, et moi avons hérité de tout, à parts égales, la maison, leurs économies, l'assurance vie de papa. Tout a été divisé en 2, conformément à leur testament. Rebecca avait 35 ans, elle était mariée à un promoteur immobilier nommé Marcus Hoffman, et ils avaient des jumeaux de 7 ans. Moi, j'étais célibataire, je travaillais comme graphiste indépendante, et je vivais dans la maison dont nous avions hérité, car Rebecca possédait déjà une immense villa dans le quartier riche de la ville. L'arrangement semblait parfait au début. Rebecca a reçu sa moitié des actifs liquides, soit environ 400 000 euros. Moi, je suis resté dans la maison familiale, estimée à environ 800 000 euros, avec l'accord suivant, lors de la vente future, nous partagerions tout équitablement. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, nous avions toutes deux signé les documents chez l'avocat successoral, Henry Watkin, rendant l'accord officiel et contraignant. Vivre la seule fut étrange au début. Chaque recoin abritait les fantômes des jours heureux. La cuisine, où maman m'avait appris sa célèbre tarte aux pommes. Le salon, où papa s'endormait devant les matchs de football. Le jardin, où Rebecca et moi construisions des forts de neige en nous proclamant reine de l'hiver. Mais peu à peu, la maison est devenue la mienne, d'une manière qui semblait juste. J'ai repeint la chambre d'amis pour en faire mon studio de design. J'ai remplacé la vieille chaudière. J'ai même commencé un petit potager que maman aurait adoré. Rebecca venait occasionnellement, toujours accompagnée de Marcus et des garçons. Elle parcourait les pièces d'un œil évaluateur, commentant mes choix avec une critique à peine déguisée. Tu as peint la chambre de grand-mère en gris. C'est audacieux, ou encore tu aurais vraiment dû me consulter avant d'arracher ces placards. J'essayais d'ignorer son agressivité passive, mettant cela sur le compte de son besoin de contrôle. Puis, vinrent les mentions fortuites sur l'argent, leurs investissements qui ne rapportaient pas autant que prévu, le projet immobilier de Marcus qui se heurtait à des obstacles réglementaires, ou les frais de scolarité de l'école privée qui ne cessaient d'augmenter. Elle ne demandait jamais rien directement, elle se contentait de semer des graines d'inquiétude financière à chaque conversation. La fête de Noël était mon idée. À vrai dire, je voulais organiser quelque chose de beau, pour remplir à nouveau la maison de la chaleur familiale, comme maman le faisait. J'ai invité Rebecca, Marcus et leur fils, notre tante Patricia et l'oncle George, nos cousins Jennifer et Michael avec leurs familles, ainsi que quelques amis proches. 23 personnes au total, tous ceux qui comptaient. J'ai passé 3 jours à décorer. Des guirlandes fraîches sur l'escalier, un sapin de 3 mètres dans le coin du salon couvert d'ornements collectés au fil des générations, et des bougies sur chaque meuble. J'ai cuisiné pendant 2 jours entiers, préparant le festin traditionnel de maman, jambon glacé au miel, dinde rôtie, purée à l'ail, gratin de haricots verts, sauce au canneberge maison, et 5 tartes différentes. Tout le monde est arrivé vers 18h, le 23 décembre. La maison s'est remplie de voix et de rires, les enfants couraient entre les pièces, les adultes discutaient autour d'un vin chaud. C'était magique, exactement ce que j'avais espéré. Rebecca est arrivée en retard, avec élégance, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon crédit auto. Marcus la suivait, dans un costume onéreux. Il semblait tendu dès leur entrée. Rebecca à peine touchée à la nourriture. Marcus vérifiait son téléphone, avec une agitation croissante. Vers 20h, après le dîner, alors que tout le monde était réuni dans le salon pour l'échange de cadeaux, Rebecca s'est levée,
et a tapoté son verre de vin avec une fourchette. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Sa voix avait cette douceur artificielle qu'elle utilisait lorsqu'elle jouait la comédie pour un public. La pièce s'est tue, Patricia s'est arrêtée en plein milieu d'une phrase, et l'oncle George a baissé son verre de lait de poule. Tous les regards se sont tournés vers Rebecca, debout près de la cheminée, les lumières du sapin projetant des ombres sur son visage. J'ai une annonce à faire concernant cette maison. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Chrissy et moi avons hérité de cette propriété ensemble au décès de maman. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'entretien de 2 propriétés est devenu un fardeau financier considérable pour nous. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Après de longues discussions avec nos avocats et conseillers financiers, j'ai pris une décision qui est la meilleure pour tout le monde. Rebecca a fouillé dans son sac en cuir de luxe, et en a sorti un dossier. J'ai déjà signé l'acte. À compter d'aujourd'hui, je suis la seule propriétaire de cette maison. Le silence est devenu total. L'enfant de quelqu'un a laissé tomber une petite voiture qui a cliqueté sur le parquet. Je me suis levé, les jambes tremblantes. De quoi parles-tu? Nous sommes toutes les 2 propriétaires. Nous avons un accord. Le sourire de Rebecca s'est élargi, découvrant trop dedans. Nous avions un accord, ma chérie. Les choses changent. Marcus et moi devions consolider nos actifs. Et pour être honnête, tu vis ici sans payer de loyer depuis 3 ans, alors que j'ai eu la part congrue de l'héritage. Cela rétablit l'équilibre. C'est faux. Nous avons tout partagé selon le testament de maman et papa. L'avocat. L'avocat travaille pour celui qui le paie, Chrissy. Marcus a pris la parole pour la première fois, la voix dégoulinante de condescendance. Nous avons fait réviser le dossier par nos avocats. Rebecca a droit à la pleine propriété, sur la base de sa contribution initiale en capital lors du règlement de la succession. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les serrer en poing. Vous ne pouvez pas voler la maison comme ça. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Tante Patricia a tenté d'intervenir, Rebecca, ma chérie, ce n'est peut-être pas le moment ni l'endroit. Au contraire, c'est le moment idéal. La voix de Rebecca est devenue tranchante comme du verre brisé. Tout le monde doit connaître la vérité. Chrissy joue les victimes depuis des années, vivant dans la maison de nos parents comme une pauvre orpheline, alors que c'est moi qui soutiens cette famille. Eh bien, la gratuité, c'est fini. Je possède cette propriété, légalement et officiellement. Si ça ne te plaît pas, Chrissy, alors dégage de cette famille. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Les visages autour de moi reflétaient le choc, la confusion, et le malaise. La cousine Jennifer restait bouche bée. L'oncle George semblait prêt à argumenter, mais il paraissait pétrifié. Les enfants, sentant la tension, se blottissaient contre leurs parents. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler devant tout le monde. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais cru. Tu mens. Tu ne peux pas avoir l'acte. C'est ma maison. Rebecca a sorti des papiers du dossier, et les a agités comme un drapeau de victoire. Documents officiels déposés au bureau d'enregistrement du comté, il y a 3 jours. C'est fait, et c'est légal. Tu as 30 jours pour évacuer les lieux, même si je suis généreuse en te laissant rester pour Noël. La pièce a explosé. Tante Patricia s'est mise à hurler sur Rebecca à propos de la loyauté familiale. L'oncle George a exigé de voir les papiers. Marcus se tenait derrière Rebecca, tel un chien de garde, arborant un petit sourire devant le chaos qu'ils avaient créé. Je suis resté là, à regarder ma famille se fracturer en temps réel, je regardais ma sœur détruire tout ce que nos parents avaient construit, en quelques phrases empoisonnées. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni supplié. Au lieu de cela, j'ai marché très calmement vers le placard, j'ai pris mon manteau d'hiver, mon sac, et mes clés de voiture. La fête continuait de se désagréger derrière moi, les voix s'élevaient dans la colère et la confusion. « Où vas-tu » a crié Rebecca, sa voix soudainement moins assurée. « Loin de toi » ai-je répondu calmement. Puis, j'ai franchi la porte d'entrée pour sortir dans la nuit glaciale de décembre, laissant derrière moi la maison que j'aimais, et la famille que je pensais connaître. J'ai conduit jusqu'à un Holiday Inn à 15 miles de là, et j'ai pris une chambre qui sentait le nettoyant industriel et la déception. C'est seulement là, assise sur le couvre-lit rêche sous les néons,
que je me suis effondré. J'ai pleuré pour mes parents, qui nous avaient fait confiance pour honorer leur héritage. J'ai pleuré pour la sœur que j'avais perdue en chemin. J'ai pleuré pour cette maison qui contenait chaque souvenir important de ma vie. Puis, la colère est venue. Une fureur réelle, profonde, d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Le genre de colère qui brûle froidement, avec clarté, et qui concentre votre esprit comme un laser. Rebecca pensait avoir gagné. Elle pensait pouvoir tout voler sans subir de conséquences. Elle m'avait humilié devant toute notre famille, utilisant une fête de Noël pour proclamer sa victoire. Mais voici ce que ma sœur ignorait, je ne suis pas la petite fille naïve dont elle se souvenait. J'avais passé 3 ans à gérer la maison, ce qui signifie que j'en connaissais chaque détail de son état, de son histoire, et surtout, de ses secrets. Le lendemain matin, la veille de Noël, j'ai appelé Henry Watkins sur son numéro personnel. Il a répondu à la 3e sonnerie, d'un ton confus. « Chrissy, est-ce que tout va bien? On m'a dit qu'il y avait eu de l'agitation à ta fête de Noël. Henry, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce que Rebecca a fait avec l'acte de la maison. » Un long silence a suivi. « Comment ça? L'acte est enregistré conjointement à vos 2 noms, depuis que nous avons réglé la succession. C'est un arrangement classique de propriété commune. Pourquoi? Mon cœur a commencé à tambouriner dans ma poitrine. Rebecca prétend avoir signé des documents transférant la propriété uniquement à son nom. Elle a montré ses papiers à toute la famille. Nouveau silence, plus long cette fois. J'entendais des bruits de papier que l'on remue en arrière-plan. C'est impossible. Tout transfert d'acte nécessiterait les signatures des 2 propriétaires, notariées et attestées par des témoins. Je n'ai certainement rien traité de tel, laissez-moi vérifier les registres du comté. J'ai attendu pendant qu'Henry consultait les registres immobiliers en ligne. Quand il a repris la ligne, sa voix était tendue par une colère professionnelle. Chrissy, l'acte est toujours aux 2 noms, exactement comme il l'est depuis 3 ans. Aucun changement, aucun transfert. Si Rebecca a montré des documents prétendant le contraire, soit ils sont frauduleux, soit il s'agit d'une toute autre propriété. J'ai fermé les yeux, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. Donc, elle a menti. Elle a tout inventé. Il semblerait, ce qui est inquiétant à plusieurs niveaux, surtout si elle revendique la propriété pour vous inciter à partir. Cela pourrait constituer une fraude, voire une tentative de vol par tromperie. La voix d'avocat d'Henry est passée à la vitesse supérieure. J'ai besoin de voir les documents qu'elle a montrés à votre famille. Pouvez-vous obtenir des copies? Je m'en occupe. Mais Henry, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Plusieurs choses, en fait. Nous avons parlé pendant 45 minutes. J'ai expliqué mes soupçons, mes observations des 3 dernières années, et ce dont j'avais besoin sur le plan légal. Henry a écouté attentivement, a posé des questions précises, et a accepté de commencer à travailler immédiatement malgré les vacances. Ensuite, j'ai appelé mon amie Rachel Martinez, qui travaillait comme journaliste d'investigation pour le Hartford Courant. Nous avions fait nos études ensemble et étions restés très proches. Elle a décroché, d'un ton joyeux malgré l'heure matinale. Chrissy. Joyeux réveillon. Comment s'est passée ta fête? C'était instructif, ai-je dit. Rachel, j'ai besoin d'une faveur, une énorme. Ça implique une fraude immobilière, des documents possiblement falsifiés, et ma sœur sociopathe. Le ton de Rachel a changé instantanément. Raconte-moi tout. Je lui ai exposé la situation pendant qu'elle prenait des notes. Quand j'ai eu fini, elle a poussé un sifflement admiratif. Ta sœur est un sacré cas. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai besoin que tu enquêtes sur la société de promotion de Marcus. Il agit de manière désespérée ces derniers temps, et je veux savoir pourquoi. Peux-tu fouiller leurs finances, l'état de leurs projets, tout ce qui est public? C'est comme si c'était fait. Donne-moi 24 heures. Personne ne travaille à Noël de toute façon, j'ai du temps. Rachel a marqué une pause. Ça va, toi? C'est lourd à gérer pendant les fêtes. Je tiens le coup. J'irai mieux quand je comprendrai à quoi je fais face. C'est juste. Je t'appelle demain. Et Chrissy, quoi que tu prépares, ne les loupe pas. J'ai passé la veille de Noël à passer des appels et à envoyer des emails.
J'ai contacté les 3 entrepreneurs qui avaient fait des travaux dans la maison ces 3 dernières années, demandant les copies de toutes les factures et preuves de paiement. J'ai contacté la banque pour obtenir l'historique complet des paiements de l'hypothèque. J'ai récupéré 3 ans de factures d'eau, d'électricité, de taxes foncières, et les documents d'assurance habitation. Le premier entrepreneur avec qui j'ai parlé était Jimmy Morrison, il avait remplacé tout le système de climatisation et chauffage il y a 18 mois, un travail à 12 000 € dont Rebecca était au courant, mais pour lequel elle n'avait rien versé. Jimmy se souvenait clairement de la situation, car je m'étais excusé de devoir payer en plusieurs fois sur 3 mois. Votre sœur n'est même jamais venue voir les travaux, s'est-il rappelé. Je me souviens vous avoir demandé si j'avais besoin de sa signature, et vous m'aviez dit que c'était vous qui gériez la maison. Cela m'était resté à l'esprit, car en général, les copropriétaires veulent être impliqués dans les grosses réparations. Je lui ai demandé de m'envoyer des copies de chaque facture, chaque échange de mails, et toute note qu'il aurait pu prendre. Il a accepté immédiatement, sentant que quelque chose de grave se passait. La deuxième entrepreneuse, Maria Delgado, avait reconstruit la terrasse arrière après que les dégâts de l'hiver l'avaient rendue dangereuse. J'avais payé 8 000 € de mes propres économies. Elle avait rencontré Rebecca une seule fois, quand ma sœur était passée pendant les travaux, non pas pour aider, mais simplement pour critiquer mon choix de matériaux. Elle faisait comme si elle possédait les lieux, dit Maria avec un rire sans joie. Elle tournait autour en pointant ce qu'elle aurait fait différemment, mais quand j'ai mentionné l'échéancier de paiement, elle a dit que c'était entièrement votre responsabilité. J'avais trouvé ça bizarre à l'époque. Le troisième entrepreneur, Robert Chen, aucun lien de parenté malgré le nom, avait géré diverses petites réparations au fil des ans, nouvelles tuiles de toit, remplacement des gouttières, réparation de l'allée fissurée. Environ 6 000 € de frais cumulés. Il tenait des registres méticuleux, car il gérait son entreprise avec la précision de quelqu'un qui a été contrôlé trop souvent. J'ai tout numérisé, m'a-t-il assuré. Chaque reçu, chaque bon de travail, chaque mail où vous expliquiez ce qui devait être réparé. Je vous envoie le dossier complet ce soir. Fidèle à sa parole, à 22 h, la veille de Noël, ma boîte mail se remplissait de documentation, des factures à mon seul nom comme payeuse, des bons de commande me spécifiant comme unique point de contact. Des fils de discussion où je discutais des calendriers de travaux sans aucune intervention de Rebecca. J'avais 3 ans de preuves démontrant que j'entretenais la maison seule, alors que ma sœur n'avait apporté que des critiques. Ensuite, j'ai commencé à éplucher mes propres emails, chaque message échangé avec Rebecca depuis le décès de maman. J'ai créé un dossier documentant chaque fois qu'elle avait reconnu notre copropriété, chaque fois qu'elle avait approuvé mes décisions, chaque fois qu'elle discutait de notre plan de vendre et de partager les bénéfices. Un email d'il y a 14 mois sortait du lot. J'avais demandé à Rebecca si elle voulait contribuer au paiement de la taxe foncière, car l'évaluation avait augmenté et la facture était salée. Sa réponse fut méprisante, « Tu vis là gratuitement, Chrissy. La moindre des choses est de couvrir les taxes. Considère cela comme ta contribution à la succession familiale. » Un autre email d'il y a 2 ans l'a montré reconnaissant explicitement notre propriété égale. J'avais suggéré de vendre d'ici 5 ans, avant que la maison ne nécessite de grosses rénovations coûteuses. Rebecca avait répondu, « Attendons que le marché s'améliore. Nous avons tout intérêt à garder la propriété plus longtemps. Rien ne presse de vendre notre maison alors que les prix grimpent encore. » Notre maison. Elle avait écrit ces mots elle-même, reconnaissant par écrit la copropriété. J'ai surligné la phrase, l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, et j'ai continué mes recherches. Il y avait des dizaines d'autres emails où elle approuvait mes choix d'entrepreneur, ou discutait de la vente future et du partage des gains. Chaque communication contredisait l'histoire qu'elle avait racontée à la fête de Noël, et chaque message était daté, horodaté, et impossible à nier. À minuit, j'avais un dossier épais de 5 cm, documentant ma seule responsabilité financière, malgré notre propriété égale. Chaque versement d'hypothèque venant de mon compte, chaque facture de réparation payée, chaque taxe, assurance et charge d'électricité. 3 ans de gestion de notre maison familiale, pendant que Rebecca ne contribuait absolument à rien. Le jour de Noël s'est passé dans un flou de recherche et de paperasse. Rachel m'a appelé vers midi avec ses premières conclusions. « Ok, la société de Marcus est en sérieux danger », a-t-elle annoncé. Ils ont commencé un projet de condo de luxe il y a 2 ans, qui est bloqué à 60% d'avancement. Problème de permis, litige avec les entrepreneurs, et dépassement de coûts. Ils perdent de l'argent par les fenêtres,
Ils sont dans le rouge d'au moins un demi-million d'euros. Il y a aussi une poursuite d'investisseurs pour fausses déclarations. C'est grave à quel point, ai-je demandé. Assez grave pour qu'ils fassent face à la faillite, à moins d'injecter des capitaux massifs très vite. Ma source dit qu'ils essaient d'obtenir des financements supplémentaires, mais ils sont rejetés partout à cause du litige en cours. La voix de Rachel portait une satisfaction revancharde. Ta sœur a épousé un homme qui coule financièrement. Ça explique son coup de poker désespéré pour la maison. Exactement. Ils ont besoin d'actifs pour emprunter ou liquider, ai-je conclu. C'est ça. Tu veux que je continue de fouiller? Absolument. Je veux tout ce que tu peux trouver. Pendant que Rachel continuait son enquête, je me suis concentré sur ce qui me turlupinait depuis la fête, les documents que Rebecca avait agités. Où les avait-elle obtenus? Ils semblaient assez officiels pour tromper notre famille au premier coup d'œil, ce qui signifie que quelqu'un avait créé des faux convaincants. Cela demandait des ressources, des connaissances, et franchement, un niveau de préméditation qui me faisait froid dans le dos. J'ai appelé un ami d'université, Derek Washington, devenu clerc de notaire dans un cabinet d'avocats du centre-ville de Hartford. Derek, je dois te poser une question confidentielle. Si quelqu'un voulait créer de faux documents de propriété, des transferts, ce genre de choses, comment s'y prendrait-il? Il est resté silencieux un moment. Chrissy, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air sérieux. Je lui ai résumé le désastre de la fête de Noël. Il a écouté sans m'interrompre, puis a sifflé. Ta sœur joue un jeu dangereux. Falsifier des documents légaux est un crime, surtout des actes de propriété. On parle d'accusations criminelles potentielles, pas juste de pénalités civiles. Il a marqué une pause pour réfléchir. Pour répondre à ta question, il existe des services de modèles en ligne où l'on peut générer des documents qui ont l'air officiels. C'est censé être pédagogique ou pour des brouillons, mais quelqu'un pourrait en abuser. Ça ne résisterait à aucun examen sérieux. Filigranes incorrects, numéro d'enregistrement erroné, saut manquant, mais pour des profanes, c'est convaincant. Donc, elle l'a probablement fait elle-même, ou Marcus l'a fait, ai-je dit. Très probablement. L'alternative serait de trouver un avocat corrompu prêt à risquer sa carrière pour des faux, ce qui est rare. Mon avis, c'est qu'ils ont trouvé un modèle en ligne, rempli de fausses infos, et imprimé ça sur du beau papier, pariant sur le choc et la dynamique familiale pour que personne ne regarde de trop près. Ça a marché, jusqu'à ce que je parte et appelle le vrai avocat. Exactement. L'arnaque s'effondre dès que quelqu'un vérifie les infos, c'est pourquoi c'était si imprudent. Même si tu avais eu peur et que tu étais parti, tu aurais découvert la vérité tôt ou tard en cherchant un nouveau logement ou en voulant accéder à ta part du capital. La voix de Derek marquait sa désapprobation professionnelle. Ce n'était jamais viable à long terme. C'était un coup de désespoir par des gens qui ne pensaient pas plus loin que l'instant présent. Cela correspondait parfaitement à ce que j'apprenais sur la situation de Rebecca et Marcus. Ils se noyaient financièrement, s'accrochant à tout ce qui pourrait les maintenir à flot quelques mois de plus. La maison représentait du capital. Ma sœur s'était probablement convaincue que je m'en sortirais, que je trouverais un autre endroit, et qu'elle en avait plus besoin que moi. La rationalisation typique des gens désespérés. Derek, peux-tu m'aider à documenter l'aspect fraude? Je veux que tout soit enregistré proprement. Si ça finit au tribunal. Envoie-moi des photos des documents si tu peux les obtenir. Je les analyserai et je préparerai un rapport détaillant les indicateurs de falsification. Ça te sera utile si tu décides de porter plainte ou si cela devient une affaire civile. Il a hésité. Tu vas bien? C'est beaucoup à encaisser, surtout pendant les fêtes. Je suis en colère, ai-je admis, plus en colère que je ne l'ai jamais été, mais j'ai les idées claires sur ce qui doit arriver. Ma sœur a franchi la ligne, et il doit y avoir des conséquences. Après avoir raccroché avec Derek, j'ai réalisé que je n'avais pas de photos des faux documents de Rebecca. Elle les tenait dans ses mains lors de la fête, les agitant de façon dramatique, mais elle ne les avait jamais laissées circuler. J'avais besoin de copies, ce qui signifiait les obtenir d'elle-même, ou trouver un autre moyen de prouver ce qu'elle avait montré. C'est alors que je me suis souvenu du mari de ma cousine Jennifer, Tom. Il filmait toujours les réunions de famille, se prenant pour un vidéaste amateur. S'il avait filmé l'annonce de Rebecca, j'aurais la preuve vidéo. J'ai envoyé un SMS à Tom. Salut, je sais que c'est gênant vu ce qui s'est passé,
mais est-ce que tu filmais pendant l'annonce de Rebecca à la fête? Si oui, accepterais-tu de m'envoyer la séquence? J'en ai besoin pour des raisons juridiques. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, j'ai déjà sauvegardé cette partie séparément. Je me doutais que tu en aurais besoin. Jennifer est furieuse contre Rebecca. On t'aidera comme on peut. Je t'envoie le fichier. 10 minutes plus tard, j'avais une vidéo haute définition de la trahison de ma sœur. La séquence était accablante. On voyait Rebecca sortir le dossier de son sac avec une confiance travaillée. On la voyait sortir les papiers et les brandir devant toute la pièce. L'angle de caméra n'était pas parfait, mais on distinguait assez de détails pour confirmer que les documents avaient l'air officiels tout en manquant d'éléments réels. Plus important encore, la vidéo capturait ces mots exacts, j'ai déjà signé l'acte. À compter d'aujourd'hui, je suis la seule propriétaire de cette maison. Le son était clair, sa voix assurée et cruelle. Si ça ne te plaît pas, dégage de cette famille. Aucune ambiguïté, aucune possibilité pour elle de prétendre qu'elle avait été mal comprise. J'ai envoyé la vidéo à Derek, à Henri et à Rachel. Puis, j'ai enregistré 3 copies de sauvegarde sur différents comptes de stockage en ligne. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais une preuve indiscutable. Henri m'a rappelé ce soir-là. J'ai déposé une plainte formelle auprès du comté pour fraude potentielle sur l'acte. Ils vont enquêter, même si cela prendra des semaines. Cependant, j'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant dans les dossiers immobiliers. Quoi donc? Vos parents ont contracté une marge de crédit hypothécaire environ 6 mois avant le décès de votre père. 50 000 €. Elle a été remboursée par la succession. Mais le plus intéressant, c'est l'utilisation de cet argent. D'après les relevés bancaires que j'ai obtenus, ils ont payé le mariage de votre sœur. La totalité de la somme est allée au prestataire, au lieu de réception, au traiteur. Tout. J'ai senti un élan de fierté protectrice pour mes parents. Entre-temps, a continué Henri, ils ont payé vos études universitaires comptant, des années plus tôt, pour une somme à peu près équivalente. Donc, financièrement parlant, ils avaient déjà équilibré les comptes entre vous deux bien avant l'héritage. Mes parents étaient justes, ai-je dit doucement. Oui, ils l'étaient. L'affirmation de Rebecca disant qu'elle a eu la part congrue était un autre mensonge. Je documente tout cela. Je bâtis un historique financier complet de la succession et de la gestion de la propriété. Il sera très difficile pour Rebecca de revendiquer un quelconque traitement inéquitable. Le lendemain de Noël, Rebecca m'a appelé. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Qu'est-ce que tu veux, Chrissy, a-t-elle lancé d'un ton sec. Ne sois pas dramatique. J'appelle pour discuter de la logistique de ton déménagement. Je ne déménage pas. Un rire bref et nerveux, ma chérie, tu n'as pas le choix. La maison est à moi maintenant. Accepte la réalité et commence tes cartons. Voici ma réalité, Rebecca. J'ai parlé avec Henri Watkin. L'acte est toujours à nos deux noms. Tu as menti à tout le monde lors de la fête, tu as montré des faux, et tu as commis une fraude devant 23 témoins. Silence à l'autre bout du fil. Chrissy, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais aussi pour l'échec immobilier de Marcus et la poursuite judiciaire. Je sais que vous êtes désespéré et que vous avez cru pouvoir me faire peur pour que je quitte la maison, afin que vous puissiez la vendre et empocher l'argent. J'ai bon jusqu'ici? Encore du silence. J'entendais presque son cerveau recalculer sa stratégie. Tu ne peux rien prouver, finit-elle par dire, mais sa voix avait perdu toute assurance. En fait, je peux tout prouver. Chaque paiement que j'ai fait sur la maison depuis 3 ans. Chaque dépense que j'ai couverte alors que tu n'as rien versé. Chaque mail où tu reconnais notre propriété commune. Chaque entrepreneur, chaque facture de taxes. J'ai tout documenté. Ça n'a pas d'importance. Nous possédons la maison à parts égales, ce qui veut dire que je peux forcer la vente. Tu peux essayer, ai-je admis. Mais les juges ont tendance à voir d'un mauvais œil les copropriétaires qui n'ont rien payé pour l'entretien et qui essaient de forcer une vente contre ceux qui ont tout payé, surtout quand le propriétaire défaillant a tenté de frauder pour évincer l'autre. Comment penses-tu que cela va se passer au tribunal? J'entendais la voix de Marcus en arrière-plan, sèche et furieuse. La voix de Rebecca est devenue suppliante. Chrissy, s'il te plaît. On en a besoin. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons.
La pression que vous avez créée par vos mauvaises décisions et votre manque de jugement. Ce n'est pas mon problème. Très bien, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu avoues. Je veux que tu dises à toute la famille que tu as menti, que tout ce que tu as dit à la fête était une manipulation frauduleuse. Je veux des excuses publiques devant tout ce que tu as utilisé pour m'humilier. Ça n'arrivera pas. Alors on se verra au tribunal. Je dépose une plainte pour partage judiciaire et une autre pour tentative de fraude. Henri a déjà commencé la paperasse. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière coûteuse, mais dans les deux cas, la vérité sortira. Rebecca a raccroché sans un mot de plus. Le réveillon du Nouvel An m'a trouvé toujours au Holiday Inn, bien que j'eusse emménagé dans une chambre pour séjour prolongé pour rendre l'attente plus supportable. Rachel m'a remis son rapport final lors d'un dîner dans un restaurant thaïlandais. Elle a fait glisser un dossier épais sur la table, avec une expression à la fois professionnelle et sinistre. Marcus est dans une situation bien pire que je ne le pensais. La poursuite des investisseurs affirme qu'il a détourné des fonds, utilisant l'argent destiné à la construction pour couvrir des dépenses personnelles. Il y a des preuves qu'il a pioché dans le compte du projet pour payer l'école privée de ses enfants et ses abonnements au country club. C'est un détournement de fonds, ai-je dit. Oui. Les investisseurs veulent récupérer leur argent plus des dommages et intérêts. S'ils gagnent, Marcus pourrait faire face à des accusations criminelles en plus du jugement civil. La société fera faillite à coup sûr, et il pourrait tout perdre personnellement aussi. Est-ce que Rebecca sait à quel point c'est grave? Difficile à dire. Elle est listée comme cadre de l'entreprise, donc légalement elle est aussi responsable s'il prouve qu'elle était au courant. Au minimum, elle perdra tout l'argent que Marcus a investi à partir de sa part d'héritage. J'ai étudié les documents, relevés bancaires, dossiers juridiques, entretiens avec des entrepreneurs mécontents. C'était le portrait d'un couple en chute libre financière, assez désespéré pour tenter de voler une maison à sa propre famille. C'est un travail incroyable, Rachel. Merci. Tout le plaisir est pour moi, a-t-elle répondu. Les promoteurs véreux sont mes cibles préférées. Elle a souri, puis est redevenue sérieuse. Alors, c'est quoi ta prochaine étape? Je vais donner une dernière chance à Rebecca de faire ce qui est juste, ai-je répondu. Après ça, je lance l'offensive totale. J'ai rédigé un email qui m'a pris 3 heures. Professionnel, détaillé et absolument dévastateur. J'ai exposé chaque preuve collectée, chaque dossier financier, chaque témoignage. J'ai expliqué les conséquences légales de sa tentative de fraude. J'ai joint des copies du rapport d'enquête de Rachel sur les échecs de Marcus. Puis, je lui ai donné un choix, dire la vérité à la famille et accepter un accord de partage formel reconnaissant mes 3 années de contributions financières uniques, ou faire face à une exposition publique, à des procès et à des poursuites pénales pour fraude. J'ai envoyé le message à minuit, le soir du Nouvel An, en copie à Henri, Rachel et à mon propre compte mail de secours. Puis, je me suis endormi, me sentant plus vide que jamais, mais aussi sombrement satisfaite. Rebecca n'a pas répondu pendant 3 jours. Quand elle a fini par appeler, sa voix semblait brisée. « Tu as gagné » a-t-elle dit doucement. « Je vais dire la vérité à tout le monde. »« Ça ne suffit pas » ai-je rétorqué. « Je veux que ce soit écrit et notarié. Je veux un accord formel rédigé par Henri, reconnaissant que le partage de la propriété se fera en ma faveur pour compenser les dépenses. Je veux être remboursé pour mes 3 années de paiement seul. Chrissy, nous n'avons plus d'argent. La société de Marcus s'effondre. Nous allons probablement perdre la maison où nous vivons. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. Tu as créé cette situation par ta cupidité et tes mensonges. Tu as essayé de me voler, moi, ta propre sœur, en utilisant l'héritage de nos parents comme arme. Elle pleurait maintenant, de gros sanglots désespérés. S'il te plaît. L'école des garçons, notre vie. Tout s'écroule. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Tu es désolé d'avoir été prise, c'est différent. J'ai pris une inspiration, luttant contre mes propres larmes. Tu t'es tenu dans la maison de nos parents et tu m'as dit de dégager de la famille. Tu m'as humilié devant tous ceux qui comptent pour nous. Tu as fait de Noël une arme, Rebecca. Tu as transformé la fête que maman aimait le plus en cauchemar. Le pardon ne répare pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Henri t'enverra des documents, signe-les.
Ensuite, nous organiserons une réunion de famille où tu expliqueras exactement ce que tu as fait et pourquoi. Après ça, nous discuterons de la vente de la maison. Tu recevras ta part légale, moins ce que tu me dois pour l'entretien. Et si tu refuses, alors chaque preuve que j'ai devient publique. Rachel a déjà écrit l'article, elle attend juste mon feu vert. Il détaille la fraude de Marcus, ton arnaque sur l'acte, tout. Vos noms seront partout. Et en plus, je te poursuivrai au pénal pour fraude. Elle a accepté. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? La réunion de famille a eu lieu à la mi-janvier chez tante Patricia. Tous ceux qui étaient à Noël étaient présents, les visages étaient graves et curieux. Rebecca et Marcus étaient assis sur un canapé, tels des accusés lors d'un procès. Je me suis assise en face d'eux. Rebecca a lu une déclaration préparée qu'Henri m'avait aidé à rédiger. Elle a admis avoir menti sur l'acte. Elle a avoué avoir créé de faux documents pour me chasser. Elle a expliqué leur désespoir financier, sans entrer dans les détails des ennuis judiciaires de Marcus. Elle m'a présenté des excuses directes, la voix tremblante de ce qui ressemblait peut-être à un remords sincère. La réaction de la famille fut brutale. Tante Patricia, qui avait toujours favorisé Rebecca, semblait dégoûtée. L'oncle George refusait de croiser leurs regards. La cousine Jennifer est partie au milieu de la réunion avec ses enfants, disant qu'elle ne pouvait plus écouter. L'atmosphère ressemblait à celle d'un enterrement. Quand Rebecca a eu fini, je me suis levé. Je vends la maison. Elle est trop chargée de souvenirs douloureux maintenant, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Rebecca et moi partagerons les bénéfices légalement et équitablement, moins les frais que j'ai couverts pendant 3 ans. Après cela, j'ai besoin de prendre mes distances avec cette situation, et probablement avec certaines personnes ici présentes. J'ai regardé Rebecca droit dans les yeux. J'espère que tu vas te reprendre. J'espère que Marcus assumera les conséquences de ses choix. J'espère que vos fils n'apprendront jamais ce que leurs parents ont essayé de faire, mais j'espère aussi ne jamais avoir à te revoir ni à te parler. Son visage s'est effondré, mais je n'ai rien ressenti. La sœur que j'aimais était morte au moment où elle m'avait dit de quitter la famille. Cette personne n'était qu'une étrangère portant le visage de Rebecca. La maison a été vendue en mars pour 850 000 €, un peu au-dessus de l'estimation. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, 60 000 €, couvert mes 3 ans de dépenses, 112 000 €, et payé les frais d'avocat, 38 000 €, le capital restant était de 540 000 €. En tant que copropriétaire à parts égales, cela aurait dû être 270 000 € chacune. Cependant, puisque j'avais payé tous les frais moi-même, j'ai reçu ma moitié plus le remboursement de mes coûts, soit 382 000 €. La part de Rebecca s'est élevée à 158 000 €. Henri a tout géré professionnellement, s'assurant que chaque calcul était documenté et transparent. Rebecca a signé les papiers sans discuter. Marcus n'est même pas venu pour la clôture de la vente. J'ai appris par des rumeurs familiales que la société de Marcus a déposé son bilan en avril. La poursuite des investisseurs était toujours en cours, et risquait de durer des années. Rebecca et Marcus ont vendu leur villa et ont emménagé dans une petite maison de location dans une ville moins chère. Les garçons sont passés à l'école publique. Rebecca a trouvé un emploi de caissière chez Target, tandis que Marcus travaillait dans le bâtiment. Les 158 000 € issus de la vente de la maison sont probablement partis directement dans les frais d'avocat et le remboursement des dettes. Tout ce qu'ils avaient bâti sur de l'argent emprunté et des opportunités volées s'est effondré, comme ils le méritaient. J'ai pris ma part et je suis parti m'installer à Portland, dans l'Oregon. Un nouveau départ complet, une nouvelle ville, une nouvelle vie. J'ai loué un petit appartement près du centre-ville et j'ai recommencé mon activité de design à zéro. Certains de mes clients du Connecticut m'ont suivi, d'autres ont été remplacés par de nouveaux contacts dans le Nord-Ouest. Tante Patricia m'appelait occasionnellement pour me donner des nouvelles de la famille que je ne voulais pas vraiment entendre. Ils luttaient pour s'en sortir, mais survivaient. Les garçons semblaient résilients. Rebecca demandait parfois de mes nouvelles, se demandant si je lui pardonnerais un jour. Je ne sais pas, répondais-je à tante Patricia. Honnêtement, peut-être un jour. Mais pour l'instant, je me concentre sur la construction d'une vie que personne ne pourra me voler. 3 années ont passé depuis cette terrible fête de Noël. J'ai 35 ans aujourd'hui, je suis plus vieille de 3 ans, et considérablement plus sage que la femme qui est partie dans le froid de décembre cette nuit-là. J'ai monté une agence de design prospère avec des clients dans tout le pays.
j'ai acheté un petit condo avec vue sur les montagnes. Je sors avec un homme gentil nommé David, qui connaît mon histoire et m'aime tel que je suis. Parfois, je rêve de la maison dans le Connecticut, des lumières de Noël, de la tarte aux pommes de maman et des forts de neige dans le jardin. Ces rêves me faisaient pleurer autrefois. Maintenant, ils me rendent juste triste pour ce que nous avons perdu, pour ce que Rebecca a gâché pour de l'argent qu'elle n'a même jamais obtenu. J'ai reçu une lettre d'elle le mois dernier, transmise par tante Patricia. Des pages d'excuses, d'explications et de regrets. Elle qualifiait ses actes d'impardonnables. Elle reconnaissait les dommages qu'elle avait causés. Elle disait comprendre si je ne voulais plus jamais de contact, mais espérait que peut-être, un jour, nous pourrions parler. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai, un jour. Peut-être pas. La trahison a été trop profonde, révélant trop de noirceur dans une relation que je pensais solide. On ne peut pas effacer ce qu'on sait d'une personne, ni oublier de quoi elle est capable quand elle est aux abois. Mais voici ce que j'ai appris, la vengeance n'est pas de détruire la personne qui vous a blessé. C'est de refuser de la laisser vous détruire. C'est de se tenir debout avec les preuves et la vérité quand quelqu'un essaie de vous voler votre vie par des mensonges. C'est de s'assurer que les actions ont des conséquences, même quand ces conséquences blessent des gens que vous aimiez autrefois. Rebecca pensait pouvoir tout prendre parce que j'étais la sœur cadette, la plus calme, celle qui ne se battrait pas. Elle a parié sur ma passivité et a perdu de manière spectaculaire. La maison a été vendue, l'argent a été partagé équitablement, et elle s'est retrouvée avec une fraction de ce qu'elle avait comploté pour voler, en plus de la tâche indélébile de sa tentative de fraude. Est-ce que ça en valait la peine? Perdre ma sœur, fracturer la famille, passer des mois en colère et blessé à préparer la justice. Je ne sais pas. Certains jours, je pense que j'aurais dû être la personne la plus noble, que j'aurais dû pardonner et avancer sans exiger de conséquences. D'autres jours, je sais que ce que j'ai fait était nécessaire, car la laisser me voler m'aurait détruite bien plus que la douleur de me défendre. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai survécu. J'ai reconstruit. Je suis heureuse maintenant, d'une manière que je ne l'étais pas auparavant, car j'ai appris que je suis plus forte que je ne le croyais. J'ai appris que je peux me défendre, même quand cela coûte des relations que je pensais essentielles. J'ai appris que la famille n'est pas sacrée quand elle est bâtie sur le mensonge et la manipulation. La maison a disparu maintenant. Vendue à un jeune couple avec 2 filles qui m'envoient parfois des photos de l'endroit redécoré avec leurs propres souvenirs. L'argent que j'en ai tiré est investi et fructifie régulièrement. C'est la sécurité que j'ai bâtie en refusant d'être une victime. Le moment c'est impossible, dites-moi que ce n'est pas vrai de Rebecca est arrivé quand elle a réalisé que j'avais des preuves de tout. Quand sa certitude arrogante s'est brisée contre la réalité de la documentation et de la vérité. Elle a compris trop tard qu'elle m'avait sous-estimé. Elle se pensait maligne, elle pensait avoir tout planifié parfaitement. Elle a oublié que la petite sœur qu'elle méprisait était devenue quelqu'un qui est attentif, qui garde des dossiers, et qui rend les coups quand on le coince. Cette fête de Noël a détruit ma famille telle que je la connaissais. Mais parfois, les choses ont besoin de se briser complètement pour que vous puissiez voir ce qu'elles étaient réellement. Et ce que ma relation avec Rebecca était vraiment, sous la chaleur de surface, c'était une hiérarchie où elle se voyait investie de plus de droits, méritant mieux, et prête à prendre tout ce qu'elle voulait, quel qu'en soit le coût pour moi. Je me porte mieux sans cela dans ma vie. Plus seul parfois, c'est vrai, mais libre d'une manière dont j'ignorais avoir besoin. Si je pouvais revenir à cette nuit-là, debout dans le salon avec les lumières de Noël qui scintillent, pendant que ma sœur annonce qu'elle m'a volé ma maison. Est-ce que je ferais les choses différemment? Je ne crois pas. Chaque étape franchie après cela, chaque preuve rassemblée, chaque conversation inconfortable et chaque dossier juridique. Tout était nécessaire pour réclamer ce qui me revenait de droit, et pour m'assurer qu'elle assume les conséquences de sa trahison. La justice n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Parfois, c'est juste de la persévérance tranquille, de la documentation, et la volonté de rester debout. Et rester debout vous coûte tout ce que vous pensiez ne pas pouvoir perdre. Rebecca a appris cette leçon à la dure. Moi aussi. La différence, c'est que j'ai survécu à ma propre éducation.